L'intentionnalité fabrique le sens. Ça, c'est le chapitre 1. Grand A. Les intentionnalités doivent s'homogénéiser pour créer le temps social. Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. Ce levier, c'est le procès de production, le pouvoir dont l'homme dispose de produire une séquence d'immanence du réel et du rationnel. C'est l'originel de l'homme. L'humain est déjà là en son essence, donation de sens selon le procès de production. Toutes les catégories de la connaissance et de l'existence ne seront que les manifestations opportunistes de cette essence. L'homme dispose d'un moyen que l'intentionnalité peut universaliser et finaliser. Le procès de production n'est par lui-même qu'un outil. Première praxis. S'il n'y avait pas d'intentionnalité, il y aurait un hiatus constant entre les séquences du procès de production, le chaos. Aussi, cette intentionnalité, qui n'est autre, rappelons-le, que la logique du développement, doit-elle gagner elle-même ce qui lui manque. Le comportementalisme du procès de production est certes porteur de causalité et de finalité, mais d'une manière pragmatique, utilitaire. Il faut universaliser cet usage en mode de relation, d'échange, en faire un a priori, une structure d'accueil. Il faut proposer, programmer, la loi générale du développement de l'humain en tant que causalité et finalité. Encore une révélation à la Christophe Colomb. Le principe de la logique formelle est la loi du genre. L'intentionnalité n'est autre que le principe du développement, de la contingence à la nécessité par le procès de production. Mais elle n'est encore que multiplication de procès de production. Du geste immédiat à la conduite élaborée, de l'habitude à la coutume, de l'articulation des séquences à leur répétition, etc. Les intentionnalités doivent s'homogénéiser et converger par le procès de production pour devenir temps social. La morphologie de cette première praxis, le faire élémentaire, sera reconstituée quand l'antéprédicatif sera accompli. Alors si on s'engage dans le chapitre B, ça va peut-être nous faire un peu loin. Donc je propose qu'on s'arrête là pour le moment et puis qu'on essaye de dire si on a compris quelque chose ou rien, ou par quel bout on pourrait effectivement prendre un peu ce texte, les questions que ça pose, etc. Je vous laisse... Oui, c'est une manière originale de lire les textes, quoi. Ça fait penser... de lire les textes de cette façon-là. Oui. Ça fait penser aux années 50, 40. Ah oui, quand oui. on lisait les textes, le prof fait des explications, c'est un peu ça. Ah oui, oui, je ne suis pas le prof. Hein, donc, ouais. Non, mais... là, disons que bon, c'est... En dehors de la pédagogie, non, juste un peu ouais. Alors moi, ce que j'ai compris dans tout ce qui a été dit, les mots-clés, c'est intentionnalité, oui. Processus de production, Tout à fait. et puis développement humain. Tout à fait. C'est ce qui dit ça. Alors maintenant, c'est quand même très abstrait. Intentionnalité de la part de qui? Dans un système capitaliste, l'intention, je pense, ça doit être les capitalistes, je ne sais pas. Là il n'en est pas là, il en est à la genèse, si vous voulez, à la genèse justement de cette intentionnalité au niveau anthropologique, quoi. Il se place, même si il a des visées, si vous voulez, à travers ce détour par l'ontologie, par l'anthropologie, de pouvoir mieux éclairer l'aliénation capitaliste du moment. Là, il n'en est pas encore là parce que effectivement, il décrit un peu la genèse de tout ce qui, de toute façon, n'est pas dit dans le capitalisme, quoi. Donc, je pense qu'il fait
le projet d'abord de ce détour, en général, ce livre, hein, par quelque chose des sous-bassements ontologiques, anthropologiques, et pour après pouvoir se servir de ça pour une critique effectivement du capitalisme qui fait abstraction totalement de ce fondement-là. C'est très laborieux. Là. Ah, c'est du boulot, oui. Ah oui, c'est cool. Donc, voilà, est-ce qu'il y a d'autres... Je veux dire, pour comprendre ces termes-là, il faut lire tout le bouquin, quoi. Ben non, pas forcément, parce que vous avez bien compris de quoi il s'agissait. Oui, j'ai compris, mais je ne vois pas que l'articulation, ça avec... Ben c'est vrai que... Ce sont les articulations, par Absolument. exemple. Ben, là, on il y a est là. que le produit pur. Il ne parle que du produit pur, ok. Alors que le produit, il y a toute une articulation. Dans le système capitaliste, il y a les travailleurs, il y a les actionnaires. C'est un ensemble, hein, je veux dire. C'est pour ça que je ne me retrouve pas un petit peu. Absolument, absolument. Non mais l'articulation, en fait, en gros, on est là pour effectivement défricher un peu, pour trouver ces articulations. C'est pas évident, quoi. C'est un bouquin qui est difficile. Il date de quelle date? Oui, il l'avait écrit en 2002, 2005, par là, et on l'a publié en 2015. Donc c'est l'œuvre, disons, de son dernier grand œuvre, quoi, bien qu'il y en ait quelques autres aussi qui ne soient pas encore publiés, quoi. Voilà, mais effectivement, le problème des articulations, c'est bien là, quoi. Sinon, ce ne serait pas tellement intéressant, ce livre, quoi. Si, faire de l'ontologie pour de l'ontologie, c'est... bon. C'était pas son propos, je pense que c'était pas son propos, quoi. Mais il pensait qu'effectivement, le meilleur moyen pour dépasser le stade d'aliénation actuel, ben, c'était effectivement de se tourner vers l'anthropologie et puis d'essayer de défricher tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a des questions autres? J'aurais peut-être une petite question, en fait, c'est juste pour savoir si je ne fais pas de contresens. J'ai l'impression qu'en fait, il prend d'une manière plus générale le travail tel qu'un Lukács l'a présenté comme acte ontologique primaire de l'homme. Ouais. C'est-à-dire premier contact avec la nature, mais j'ai l'impression que vraiment il le généralise et que c'est à partir de là qu'il amène cette donation de sens. Donc je ne sais pas si je fais un contresens ou pas. Non, non, je pense que effectivement, moi je pense qu'il est, si vous voulez, il est encore en deçà enfin au-delà de l'analyse que fait Lukács dans l'ontologie de l'aide sociale sur le travail, notamment, ben, tu n'étais pas là, enfin, donc dans les paragraphes, les chapitres précédents, mais il parle effectivement de l'antéprédicatif, etc. Comment finalement de l'être peut surgir avec l'intermédiaire de l'être organique, l'être social. Voilà, comme ça. Forcément, quand on est dedans, on a tendance à prendre ça comme un fait établi, quoi. Mais n'empêche que tout ça, ça ne va pas de soi, quoi. Donc ça a une genèse. Et Lukács se situe un peu, à mon avis, en aval de ça. C'est-à-dire qu'il pense établir certaines choses, je crois, d'après mes souvenirs de la... il ne se pose pas la question, par exemple, par exemple, de l'intentionnalité, de la causalité, de la finalité, quoi, comme étant des catégories, si vous voulez, qui proviennent du procès de production, de la praxis. Donc, par exemple, lui, il va poser la causalité et l'intentionnalité, il va parler de projection téléologique, quoi, de l'homme.
Mais effectivement, il parle, donc finalement c'est l'intentionnalité quelque part. Ça. Mais il ne se pose pas la question de la genèse, si vous voulez, de cette intentionnalité ou de cette causalité que Kluskar pose comme provenant de du travail, quoi. C'est le travail, comme on a dit de multiples fois, c'est marqué en 4e de couve, tu vois, regarde, c'est le dernier paragraphe, donc il montre, voilà, non, c'est l'avant-dernier paragraphe, hein, donc voilà, le réel comme corollaire de la praxis est la proposition la plus radicale de la praxis. Le réel est une construction, il n'a pas recours à une rationalité qui serait extérieure à la praxis, et indépendante. Il est l'identification d'une durée qui naît du travail et d'une chronologie qui n'est autre que la mise en forme de la production. J'ai l'impression que Lukács, là il chante un peu, il court-circuite un peu, peut-être, hein, peut-être je me trompe, il court-circuite un peu ça, c'est-à-dire que est-ce qu'il montre que la rationalité est extérieur, n'est pas extérieur à la praxis. Ça, je crois qu'il ne le montre pas, Lukács. Alors, du coup, si je comprends bien, Lukács du coup a commencé vraiment comme le travail, et du coup, vraiment dans l'être social, enfin je veux dire, il a présenté son ontologie d'être social comme genèse du travail, et donc déjà dans l'être social jusqu'à ses formes les plus élaborées, alors que Kluskar est un aval de ça, c'est-à-dire il est vraiment sur le basculement de l'être organique à l'être social. Si voilà, l'être inorganique à l'être, je crois, mais il faudrait relire Lukács, j'en ai un vague souvenir, mais... Je me souviens que dans ses prolégomènes qu'il avait écrit justement pour clarifier certains concepts, il parle un petit peu de tout ça, parce que justement ça avait amené à de l'incompréhension, je crois qu'il disait de la part de ses disciples. Oui, c'est pour ça qu'il a écrit les prolégomènes, voilà. Parce que ses disciples avaient fait des critiques par rapport à l'ontologie de la sociale. Mais je ne pense pas que les critiques aient été sur ce dont on parle là, quoi. Je ne sais pas exactement, c'est Agnès Heller qui l'avait critiqué, mais je ne crois pas que ce soit... c'est-à-dire que Lukács, en fait, j'ai l'impression qu'il se sert des catégories d'expression de la praxis déjà constituée. Et en ça, il est, alors que Kluskar, non. Il les montre. Quand il dit, par exemple, à la page 83, l'humain est... Alors, il parle du procès de production. Hein. L'humain est déjà là en son essence, donation de sens selon le procès de production. Et ensuite, il ajoute après, toutes les catégories de la connaissance et de l'existence ne seront que les manifestations opportunistes de cette essence. C'est-à-dire que toutes les catégories de la connaissance et de l'existence sont finalement dérivées du procès de production qui, lui, est premier, quelque part. Et ça, je crois pas que... Lukács ne le fait pas, je crois. Par contre, Traductau en parle dans sa préface. Et là, je suis en train de lire un auteur aussi soviétique que les éditions d'Elga vont bientôt publier, Alexis Leontiev, et je crois qu'il est également, il parle également de ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des... Sur Leontiev, par rapport à l'importance de l'activité dans la construction des catégories, quoi, finalement. Ça, il en parle pas mal. Hein. Oui, il a évoqué
En fait, Leontief a travaillé donc à la suite de Vygotsky, dans la foulée avec Vygotsky, sur le développement du psychisme. Et dans le cadre psychologique, le développement psychologique, et il évoquait donc une recherche d'une nouvelle psychologie en remettant en question les errements des démarches qui étaient à l'œuvre dans cette époque-là. Donc, dans le cadre de la recherche de la construction d'un homme nouveau, ils vont donc au niveau de l'école de Kharkov développer des axes de travail où, sur la base de recherche de terrain, ils vont faire émerger de nouveaux concepts. Parallèlement, et je pense que c'est à ça que tu réfères le terme de catégorie, c'est Henri Vallon qui, en France, va lui, de son côté, développer également des recherches en parallèle, visiblement, suivant ce que nous disait Jean-Yves Rochex il y a quelques semaines, ils ne se connaissaient pas, donc il n'y avait pas de lien entre les deux démarches, mais elles étaient orientées par un même outil de l'approche, qui, lui, au niveau de ce développement, va être très proche des travaux du Leontief. Après, je m'excuse parce que je suis un petit peu arrivé entre-temps et je n'ai pas trop suivi votre échange. Minimisez trop, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Si je comprends bien, du coup, on parle juste, pareil, pour ne pas faire de contresens, on parle de la genèse des catégories les plus élaborées à partir de la ontologie primaire. Voilà. Et du coup, quand vous présentez Henri Vallon, vous présentez vraiment comme développement, comment dire, comme un espèce de développement réel des capacités cognitives, un petit peu, parce que moi j'avais vu un parallèle entre Henri Vallon et Piaget. Moi je connais un peu mieux Piaget que Henri Vallon. Et chez Piaget, je voyais ça d'un point de vue vraiment logique, où présenter les catégories les plus élaborées de l'être humain, les structures les plus élaborées, à partir de structures primaires qui sont en construction, dans une genèse, dans un rapport au réel. Voilà. Donc, si je comprends bien, grosso modo, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a cet acte ontologique primaire qui est le travail chez Lucas, du coup, et donc Kluskar parle un petit peu plus en aval, et au fur et à mesure du développement, on obtient les catégories les plus élaborées, la pensée humaine. Alors, si je comprends bien. Oui, alors si on met Piaget, ça nous amène à des démarches différentes, quoi, parce que Piaget, lui, part d'une démarche intra-personnelle du développement, il part de la personne pour évoquer le développement de l'être humain. Vallon, comme Vygotsky, comme Leontief, partent d'une question fondamentale qui est celle de l'apprentissage social. C'est-à-dire que l'être humain, dès la naissance, dès même avant la naissance, on peut l'évoquer aussi comme ça, c'est déjà un être social. Ce n'est pas un être qui part de son cœur, de ce qu'il est à l'origine pour se développer, et par un mouvement récursif d'intégration, d'essais-erreurs, d'appropriation, d'accommodation et de mise à niveau de ses connaissances et de ses savoirs, de ses activités, va se développer. Il est agissant, l'être humain, d'après Leontief comme d'après Vallon, en référence à ses interactions avec son environnement, avec ses interactions avec les autres acteurs de son environnement, qui vont d'abord, alors pour résumer, on peut dire, les premières interactions de l'enfant quand il naît avec son environnement, c'est un appel à sa communauté parce qu'il n'est pas capable de se débrouiller par lui-même. Donc ça, c'est fondamental. C'est pas l'être humain qui part dans un processus circulaire tel que le décrit Piaget, c'est l'être humain qui a besoin de son environnement humain pour pouvoir bénéficier des ressources dont il a besoin pour se développer. À partir de là, on est dans une catégorie de développement social, on n'est plus dans une catégorie de développement, on va dire, strictement biologique ou structurel de la personne. Donc voilà, je crois que le développement des catégories ensuite se fait au fur et à mesure des capacités biologiques à interagir avec l'environnement. Ça, c'est vrai chez Piaget, c'est vrai chez Vallon, c'est vrai chez Leontief. On
va dire que la relation à l'environnement humain intervient davantage intervient d'ailleurs en premier lieu avec Léontiev ou avec Vallon, ce qui n'est pas le cas avec Piaget. Voilà, je crois que ensuite c'est une question d'étape dans le développement, dans la croissance de l'être qui introduisent l'accès aux catégories, je pense, j'imagine que ce qui est évoqué. Ouais, c'est un peu la phrase de Puskar, le code précède l'être. C'est vraiment le social, limite précède l'être organique. Ouais. D'accord. Avec cet aspect complémentaire avec Puskar, c'est que visiblement il ne s'appuie ni sur Léontiev ni sur Vallon à proprement parler. Mais ça peut-être. Bien qu'il soit dans la bibliographie, à la fin de L'être et le code, il y a Vallon, tous les autres. Mais moi, il m'avait dit que en fait, la bibliographie, c'était un copain à lui qui lui avait fait. Il avait dit tous les... Donc en fait, c'est pas une garantie que ça soit vraiment des références à ce que. Et apparemment, il l'avait fait faire par quelqu'un. Donc, c'est pas la meilleure garantie que ça soit. Voilà, je sais pas, il n'avait pas récusé en fait les Vallon. Piaget. Ce qu'on peut voir, c'est par contre, c'est la proximité entre le développement de la pensée de Puskar, bien après Vallon, ouais, bien après Léontiev, sur le même terrain, sur les mêmes approches, autant en phylogénèse que sur l'ontogénèse. Ah, ça c'est intéressant. Voilà, donc là il y a plein de chercheurs bien sûr qui sont investis sur ces aspects-là, mais là on voit que les conclusions auxquelles on aboutit sont très proches. Parce que du coup, Léontiev, c'est un auteur de quel soviétique. Alors, l'époque, c'est 1908, quelque chose comme ça. Oui, il est né en 1902, il me semble. Il est mort en 1979, il me semble aussi. Et c'est un personnage qui a traversé tout le siècle, en fait. Donc, ses premiers travaux, c'est dans les années connu aussi dans les années 20, avec justement Vygotsky sur le développement du psychisme. Donc avec Alexandre Boyarov également. Ils étaient sur une équipe qui travaillait sur ces questions-là et qui sont très intéressants à étudier dans le fait qu'ils étaient vraiment en train de fonder quelque chose de nouveau, contrairement à la psychologie officielle, qui, elle, se mettait en concurrence, on va dire, un petit peu avec ce qui se passait déjà par ailleurs, dans le cas du behaviorisme, skinnérien, etc. On avait, du côté soviétique, un Pavlov magistralement dominant, qui était très démonstratif et qui accaparait tout l'espace médiatique, on va dire comme ça également. Donc le développement de la psychologie côté Luria, Léontiev et Vygotsky a été très difficile quelque part. À partir d'un moment, entrer en concurrence, moi je dirais, entre les courants de pensée, pas nécessairement ou pas a priori une volonté officielle de mettre les uns sous le boisseau et puis de valoriser les autres, mais véritablement un état d'esprit global sur la psychologie qui était plus porteur des démonstrations de Pavlov que de celles de Vygotsky, de celles de Karp. Ce qui s'avère, a priori, 50 ans plus tard, réfuté. On va réfuter le behaviorisme dominant, on va chercher d'autres solutions. Et parmi ces solutions qu'on va rechercher 50 ans plus tard, donc dans les années 80, va réémerger, du moins en France, parce qu'ailleurs c'était déjà le cas, Vygotsky. Donc on va s'intéresser à lui parce que ses travaux sont plus qu'intéressants, il va signer énormément, il va intéresser beaucoup de monde. Et bon, c'est tout cet aspect du développement social, de l'interaction sociale qui va intéresser au premier chef, où les axes de travail sur lesquels il faisait ressortir les démarches, les modalités de l'apprentissage chez l'enfant et chez les autres. Maintenant, dans les sphères des spécialités de l'apprentissage ou de la psychologie de l'apprentissage qui sont sur lesquelles Puskar n'avait rien.
pense pas que... Il y a quand même ce qu'on a publié sous le nom La production de l'individu, qui est la génétique du sujet dans le Lettres et le Code, qui est au niveau de l'apprentissage. Il parle du bébé consommateur absolu jusqu'au citoyen. C'est vraiment tout le déroulement, pour le coup, là, ontogénétique de l'homme. C'est quand même, c'est assez, c'est quand même très, très, très puissant. Hein, alors, on est dans ce cadre-là, mais pour moi, il n'y a pas de référence transverse entre Kluskar, ou de Kluskar envers Leontiev et Vygotsky. Il n'y en a aucune. Ouais. Par contre, c'était une concomitance, c'était une proximité de la réflexion, du développement de la réflexion. Bon, voilà quoi. Donc, Vygotsky va développer un certain nombre de concepts 50 ans plus tôt. Je ne pense pas que Kluskar les ait développés ou en ait parlé sans disparition. Pourtant, il y a cette proximité. Donc, le livre que les éditions d'Elga publieront bientôt, je pense, s'intitule « Activité, conscience et personnalité ». Donc, il montre là justement la centralité de l'activité dans le développement, notamment de la conscience, même si après il y a une synergie entre les deux. Mais c'est toujours un peu cette thématique de l'activité, de la praxis, qui est remis au centre finalement, alors qu'elle est souvent évacuée. Il y a d'autres éclaircissements, questions? Moi, je Vas-y, oui. C'est toujours difficile de replonger dans ce texte, parce que c'est un texte qui progresse pas à pas, avec une logique interne de développement phénoménologique qui est très ténue, très resserrée aussi. Et à chaque fois, il faut se poser la question de savoir où on est dans le texte pour comprendre ce qu'il veut dire. Parce que sinon, si on fait des sauts trop aventureux, on peut lui faire dire d'autres choses. En tout cas, rater le sens, me semble-t-il. Et là où on est, là, on est où? On est à la charnière de l'émergence de l'humain à partir de l'être et de la praxis. L'humain sort, naît, surgit de cette double série de déterminations, des déterminations biologiques, l'être, des déterminations praxiques, des situations, des problèmes. Et Kluskar essaye, à mon avis ici, de rendre compte du moment où on passe du stade qu'il a explicité précédemment, qui est le stade du procès de production, je reviendrai là-dessus après, au moment où ce procès de production entre dans un certain en commun et prend une dimension sociale. Il me semble que c'est ça. Et il fait appel pour cela à une catégorie qui est un peu étonnante peut-être, qui est la catégorie d'intentionnalité. Elle est étonnante, mais elle n'est pas si étonnante que ça, parce que Kluskar, il vient pas de la psychologie. Évidemment, je ne crois pas que Vygotsky était au cœur de ses préoccupations ni de ses lectures, mais
il vient plutôt, et d'ailleurs il le dit clairement dans ce bouquin, il vient plutôt d'un travail critique sur la phénoménologie, qui a été un des grands courants formateurs et un cadre didactique des philosophes de son temps, donc il ne faut pas s'en étonner. Alors, en même temps, ce concept d'intentionnalité, comme bien d'autres, il le subvertit allègrement. On ne parle pas de l'intentionnalité au sens où ce concept a pu prendre une importance très fondamentale chez les tenants de la phénoménologie. L'intentionnalité, il en donne une version tout à fait différente, qui est juste dans les pages d'avant. Il dit « L'intentionnalité apparaît bien comme projet. » Ce qui est capital pour le genre, à notre connaissance, c'est de constater que l'intention originelle n'est qu'une réponse. L'intention originelle n'est qu'une réponse. C'est-à-dire que le premier stade de l'expression d'une intention, c'est la nécessité de répondre à une situation, de faire face à une situation. Ce n'est pas l'humain qui de lui-même décide d'un projet. Le projet, il ne vient pas d'une espèce de puissance immanente à produire du projet qui serait propre à l'homme, mais du besoin et de la nécessité d'y faire face, dans les conditions qui sont les conditions propres à l'humain. Cette fragilité à l'égard de son environnement, par exemple. Et Kloskar continue, c'est confronté à une mise en question qu'il agit, mise en question. Il n'est d'intention que de réponse à une interrogation proposée par l'être. Il n'est d'intention que de réponse à une question, une interrogation proposée par l'être. C'est-à-dire que la source de l'intentionnalité, c'est la praxis. Et c'est la forme propre à l'homme dans le processus d'ontogénèse, ou même de phylogénèse d'ailleurs, d'intégrer cette contrainte de la praxis qui fait que l'intention émerge. Elle émerge comme besoin, réponse à un besoin, chez un être qui a fait déjà dans son processus l'expérience du procès de production. L'expérience du procès de production, c'est l'expérience du dépassement d'une réaction, je dirais, purement ontologique ou animale, et l'expérience de la capacité à produire, c'est-à-dire à transcender la simple imitation qui peut être... imitation et reproduction de l'acquis de l'espèce face à des situations données. C'est passer de répondre à un besoin biologique de trouver de la nourriture pour se nourrir et pratiquer ce que l'homme interprétera comme une chasse animale parce qu'on l'a appris de ses parents, de la meute, etc., pour se projeter dans la construction des conditions de la chasse elle-même et passer de la reproduction à la production, de la reproduction, de la mimésis, de l'imitation, de ce qui est acquis par imitation de l'espèce, à la construction d'une sorte de stratégie, en quelque sorte, qui ne vient pas comme un miracle, mais qui vient comme la nécessité de dépasser la nécessité biologique de dépasser
le stade de la simple reproduction, parce que ce stade de la simple reproduction, tout simplement, ne permet pas de survivre. Et donc, l'homme, il a déjà ça, mais ça fait pas sens. La multiplication de ces expériences de la production, du procès de production, peut conduire au chaos, ce qu'il dit dans le texte. Donc, ce qui va faire sens, c'est l'intentionnalité. L'intentionnalité comme projet. C'est-à-dire capacité qu'a commencé à acquérir l'homme dans la phylogénèse, à ce stade de ce que Puskar essaye de théoriser et de nous montrer, à passer en quelque sorte du statut de membre d'un groupe, voire même d'individus isolés, pourquoi pas, à un être capable de se dédoubler en sujet-objet, c'est-à-dire de se distancier suffisamment par rapport à lui-même pour faire de lui-même l'objet de sa propre orientation dans l'action et donc de la production du sens. Donc pour moi, c'est comme ça que je comprends ça. Ce qui veut dire que, enfin, ce qui signifie que l'intentionnalité dont il nous parle est fondamentalement une intentionnalité liée à un besoin, ou à des besoins, et liée à l'intégration pour répondre à ces besoins d'aptitude à la production, c'est-à-dire de dépassement de la reproduction qui va devenir l'élément levier, hein, il emploie le terme je sais plus quoi, levier pour lever le monde. Oui, le levier qui va soulever le monde, hein, et qui est là évidemment encore à l'état embryonnaire. Moi, c'est comme ça que je comprends ce passage-là. Et ce passage-là, il est, si je me trompe pas, hein, je peux que je me trompe, mais alors effectivement, il introduit la suite, il va faire le lien entre ce qui précède, mais il y a vraiment à ce stade sur le livre 4 un saut qualitatif parce qu'on entre dans la construction du social. On entre dans la construction du social, on entre dans le processus de production du temps social, c'est-à-dire de cette catégorie qu'il ne faut pas confondre avec le temps de l'espèce. Le temps de l'espèce, c'est le temps de la reproduction. Le temps de social, c'est le temps du procès de production porté par une intentionnalité. C'est ça la différence. Voilà comment... Oui, non, c'est... Moi, je suis d'accord avec ça, en fait, mais le problème, c'est que je comprends toujours pas ce qui est lié à la praxis. Parce qu'en fait, l'intellection de la nécessité, le fait de passer d'une répétitivité, d'un caractère répétitif, une reproduction à la production consciente, pour moi, c'est ça la praxis, en fait. Mais c'est ça la praxis. Mais donc l'intentionnalité, qu'est-ce qu'elle apporte concrètement là-dedans? Parce que quand tu dis qu'il subvertit l'intentionnalité, je pense que tu parles d'Husserl, en fait, du concept de Husserl. En fait, là, il utilise le mot intentionnalité, pour moi, pour lui faire dire quelque chose de complètement différent. Complètement différent. Voilà. C'est complètement différent. Je pense qu'on est d'accord. Alors pourquoi il emploie le terme d'intentionnalité? C'est une bonne question. Oui, alors il y a c'est pas la première fois qu'il subvertit des termes. Il y a un vieil article de la pensée de Tranduk Tao, mais alors c'est pas d'hier, il faudrait que je cherche ça dans mes archives, où il explique comment il s'est en quelque sorte émancipé par rapport au concept de la phénoménologie. Parce que Tranduk Tao aussi vient de la phénoménologie. Et Tranduk Tao, c'est pas un communiste tardif, mais c'était pas un communiste tardif, mais c'était un marxiste tardif. C'est un homme qui a d'abord été philosophe
de l'école phénoménologique. Je crois qu'il a écrit pas mal de choses sur Husserl, enfin, etc. Et puis, il est venu à un moment, par la nécessité même de sa démarche, à rencontrer toutes ces questions sur la praxis. Et c'est ça, c'est la question de la praxis qui, chez Trần-Duc Thao, devient le concept central à partir duquel il produit sa vision de la construction du groupe, etc. Et alors, Trần-Duc Thao, voilà, phénoménologie. D'ailleurs, lui, il n'a pas peur de phénoménologie et matérialisme dialectique. J'imagine que l'article de la pensée doit être quelque part en rapport aussi très direct avec ça. Parce je ne le connais pas, mais... Alors, ça a été écrit je ne sais pas en quelle année, mais l'article de la pensée date des années 70, c'est-à-dire de l'époque où on discutait beaucoup de la coupure épistémologique et du basculement entre ce que certains appelaient le jeune Marx et le Marx de la maturité. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que... quel est le saut qualitatif qui s'est opéré dans la théorie et qui fait que on n'est plus tout à fait le même qu'auparavant et qu'on est sur des bases radicalement différentes. Mais lui, il applique cette espèce de problématique de la rupture à lui-même et il se dit finalement mon trajet c'est quoi et qu'est-ce qui fait que je ne peux plus être phénoménologue. Et mais en même temps, je trouve que alors lui reste aussi marqué par les concepts de la phénoménologie, Trần-Duc Thao. Et je pense que Kluskar aussi. Mais c'est pour ça, c'est ce qui est difficile chez Kluskar, c'est que il y a une lecture au deuxième ou troisième degré des concepts qui est quand même pas toujours facile à décrypter. Moi, je pense qu'au niveau de l'héritage de Husserl, il est évidemment très critique et il met comment Husserl, d'après ce que j'ai compris, donc comme un peu la source méthodologique, scientifique de ce qui sera récupéré après par Heidegger. C'est-à-dire qu'effectivement, ce retour à l'authenticité de l'être d'avant, logos, cette espèce de, là, le Dasein, etc., il le lie clairement à ce que Husserl, lui, avait pris comme un outil méthodologique, qui était la mise entre parenthèses du monde, l'époqué. Finalement, il y a un saut là politique, et Kluskar l'explique, il est plus conciliant donc avec Husserl qui ne l'est avec Heidegger, puisque lui, Heidegger, reprend ce côté épistémologique pour le politiser à des fins réactionnaires de retour en arrière. Donc je pense que la critique de Kluskar par rapport à Husserl, elle est entre autres là, peut-être ailleurs aussi. Est-ce qu'on peut être éclairé sur cette différence entre Husserl sur l'intentionnalité chez Husserl par rapport à ce que je crois comprendre de Kluskar? L'intentionnalité chez... Husserl fait abstraction totalement, et c'est le reproche que lui fait Trần-Duc Thao, il fait abstraction totalement de l'activité de la praxis dans son appréhension des choses. Or, là, tu vois ce qu'il te dit, ce que Michel a lu, là, donc, pour Kluskar, l'intention, enfin, il n'est d'intention que de réponse à une interrogation proposée par l'être. C'est-à-dire que il faut, pour la survie, il faut répondre. Donc ça, c'est le principe dernier, finalement. Et puis, à la limite, l'intentionnalité vient après, comme moyen d'accéder à la réponse. Oui. Mais l'intentionnalité n'existe pas avant, quoi. C'est ça, donc... Parce que, voilà... Alors moi, ce que j'en ai compris, peut-être que c'est complètement à côté de la plaque, c'est... je superposais l'intentionnalité comme
comme dans la constitution, dans un groupe, la constitution de la pédagogie, de l'enseignement par exemple des outils, des premiers outils, qui nécessitaient, d'après ce que j'ai appris récemment d'ailleurs à ce sujet, qui nécessite par exemple 2 ans d'apprentissage pour faire un biface, une pierre taillée, alors que pour l'exécuter lui-même, la pierre taillée, ça prend 10 minutes. Donc cette différence entre l'apprentissage et l'usage de cette pierre fait aussi en sorte que les gens ne se baladent pas avec leur pierre taillée, mais avec le savoir-faire de la pierre taillée. Donc en fait, en amont, ça signifie toute la structure sociale de l'apprentissage de cette pierre taillée qui doit être transmis, enseigné aux générations suivantes, donc pas de l'ordre de ce que la reproduction naturelle, enfin de la nature cyclique, enfin je ne sais plus comment on l'appelle. Enfin donc là il s'agissait d'une praxis sociale, quoi, dans le groupe. Enfin, Et ça, ce serait à 1 million d'années, donc c'est avant même les races humaines, la race actuelle, quoi. C'est même pas Homo sapiens, c'est bien avant. C'est des stades, je pense qu'il va, je crois, en parler un peu ce que tu disais, là c'est la transition, ce passage-là, Oui, où il passe de la praxis élémentaire, on va dire, à une praxis intégrée au niveau après social, quoi. Et d'une intention, il dit l'intentionnalité, les intentionnalités doivent s'homogénéiser, c'est-à-dire qu'après, donc il y a tout un travail intrinsèque social, d'homogénéisation progressive, hein, de toutes ces intentionnalités. Voilà, donc il décrit effectivement le surgissement finalement de ces intentionnalités, de l'intentionnalité comme réponse. Mais c'est d'abord la réponse qui est importante, et l'intentionnalité qui on a l'impression qu'il se constitue après, quoi. Oui, mais justement, enfin, là il s'agit de passer aux outils. Les outils sont des réponses à ce qu'on disait, à la survie. C'est-à-dire que là, je pense à une chose précise, justement, ce qui était décrit pour la fabrication, le temps de fabrication, et le constat d'avoir trouvé, à côté de squelettes de mammouth, d'avoir trouvé ces outils, alors que donc, ils étaient pas, les pierres venaient de cet endroit, mais donc étaient taillées en vitesse. Il y avait plusieurs sortes d'outils, des outils rapides à faire, qui étaient là pour tailler, par exemple, parce que ce qui est raconté là, c'était autour du cadavre du mammouth tué par les tigres à dents de sabre qui sont remontés d'Afrique pour des raisons climatiques, parce que l'analyse était celle-ci, c'était que les hommes anciens, disons, ont suivi les tigres à dents de sabre parce qu'ils se nourrissaient sur les cadavres. Et donc ils avaient besoin ils ont suivi leurs nécessités, hein, donc du coup, et ils avaient besoin d'outils pour dépioter la bête tuée déjà. Voilà, bon, ça regroupait un peu une sorte à la fois de nécessité de survie, là, donc, et puis la question de l'apprentissage de l'outil, trouvé sur le lieu, etc. Et là aussi la migration d'Afrique qui date de 2 millions d'années. Mais je crois il me semble hein, qu'il est encore en amont de ça. Parce que là, si tu veux, moi, parce que le comment. J'essaye moi de. Oui, non, mais j'imaginais en plus avec ça qu'avec des concepts, je suis désolé, je suis pas. Non, mais le truc, parce que la réponse, elle est pas, elle va pas de soi, quoi. La réponse phylogénétiquement, quoi.
enfin la notion de réponse, quoi. Alors je voudrais revenir sur un truc de Vallon que j'avais cité la dernière fois, parce qu'en fait, ontogénétiquement également, la notion de réponse à cette question, elle n'est pas évidente dans le développement du petit homme. Bon, certains disent que l'ontogenèse et la phylogénèse, un peu, d'accord. Ils sont en rapport spéculaire, quoi, hein. Donc je relis comme le passage de Vallon, parce que je trouve que c'est assez éclairant, quoi, hein. Page 62 là, de l'acte à la pensée, il parle de l'enfant, quoi. Son langage aussi témoigne bien de cette conscience diffuse qui semble l'unir à ce qui n'est pas lui. Il parcourt souvent le circuit entier de la question et de la réplique, soit qu'il répète ce qui lui est demandé avant d'y répondre, parce qu'il n'y a pas d'idée de la réponse, là, enfin, qu'est-ce que c'est qu'une réponse, soit qu'ayant à énoncer quelque chose de lui-même, il le fasse précéder de l'interrogation correspondante. Il fait exactement le contraire, quoi. Soit qu'il poursuive de longs monologues à plusieurs interlocuteurs où il tient alternativement tous les rôles. Soit qu'il s'interpelle lui-même pour se complimenter, se gourmander, se donner un conseil, un ordre sous la forme où il a coutume de s'entendre adresser la parole par autrui. On a tous entendu un gosse dire « Oui, est-ce qu'il est beau, Titi ?» Oui, il est beau, Titi. Donc, ontogénétiquement, ça ne va pas de soi, quoi, la notion de question-réponse. Et phylogénétiquement, je crois que là aussi, également, donc, ça ne va pas de soi. Et c'est une construction due au fait qu'il faut survivre, quoi. Donc, Mais alors là, bon, enfin, du coup, là, il y a deux façons là, tu refais le parcours sur un être humain de maintenant, qui doit passer par toutes les étapes, si je comprends bien, de notre... Ah ouais, c'est un peu spéculaire, hein, puisque là, effectivement, lui, le petit, il n'a pas... C'est une cire molle, quoi, hein, et effectivement, l'homo, je sais pas comment il dit, l'homme originel aussi, quoi. Donc il n'y a rien qui est déjà là, construit, quoi. Donc il faut faire avec les moyens du bord, et c'est toute cet auto-engendrement, quoi, finalement, qui est... Mais alors, du coup, quand tu disais que c'était avant les outils, donc, j'essaie de... Pareil, si tu permets, il faut... je dis ça avec précaution, mais il faut se méfier de la démarche qui consiste à aller chercher dans ce que l'on sait de l'ethnologie ou de l'anthropologie, même la plus reculée, pour chercher des exemples, un mode d'exemplification de ce que dit Kluska à ce stade de ce bouquin. Ce que je disais tout à l'heure, il y a une démarche très progressive. Et d'ailleurs, qui change de terrain à un moment. Et ça, je pourrais en dire 2 mots après. Mais pourquoi? Parce que tout ce qu'on connaît, enfin tout ce que moi je connais, on va rester prudent, mais tout ce que moi je connais des traces laissées par l'humanité existante au stade les plus reculés de ceux qui témoignent d'une organisation sociale, et l'outil est un témoignage d'une organisation sociale, parce que l'outil suppose du travail, le travail suppose une division, même extrêmement précaire du travail. Tout cela renvoie finalement à des formes extrêmement évoluées de socialisation par rapport au stade où on est là. D'ailleurs, tous ces stades les plus reculés se signalent par la coexistence, pas toujours dans le même lieu,
de témoignages de formes d'expression qui ne sont plus en rapport direct avec la nécessité de la survie. L'art, sous ses formes les plus primitives, l'outil simple, est parfois porteur de signes, de formes, choisi pour sa forme. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'esthétique déjà dans ces C'est ce que je pensais aussi, avant de me renseigner un peu sur ce terrain-là, puisque c'est à cause de l'atelier de maintenant là, que j'ai suivi les cours de la Maison de l'Homme. Du coup, il y a quand même les traces, par exemple, que j'ai pu, que j'ai recueilli des cours, c'est moins 100 000 ans pour les traces d'art, pas plus vieilles que ça. Et les traces pour les outils, elles remontent à moins 1,4 million. Ça fait quand même une grosse différence. Ouais. Donc après, je sais pas, évidemment, c'est des spéculations, tout ça. Par exemple aussi, c'est pour les traces esthétiques, dites esthétiques, que je pensais aussi. Elle concerne l'époque des plus récents, les Néandertals qui ont disparu en 30 000, mais Homo sapiens, mais pas des races qui ont disparu, des races parce qu'ils ne sont pas reproductibles entre elles, bien antérieures. Donc, j'essaye d'être un peu, peut-être que je me trompe de vouloir connecter cette question d'une généalogie. Pour moi, je suis un peu là-dessus, du coup, un peu peut-être rationnel, essayer de recadrer qu'est-ce que l'intentionnalité pour un presque-homme ou un post-animal, je ne sais pas. Donc, du coup, l'endroit où la bascule se fait, puisqu'il s'agit là maintenant de parler de social. Question centrale. De même, on peut s'interroger sur la manière, sur les interprétations possibles de l'existence d'outils chez les primates. En plus, s'il y a effectivement, si on peut effectivement parler d'outils chez les primates, le travail de Kluskar devient compliqué à défendre. Parce qu'il repose quand même sur l'idée qu'il y a un parcours de l'homme qui s'appelle la praxis, qui est totalement singulier. D'ailleurs, il a des phrases terribles sur les singes. Mais s'il s'avère que les singes fabriquent des outils, alors là, on n'est pas dans la merde. Il faut réviser tout. Non, mais voilà, bon, peut-être une partie seulement. Peut-être une partie. Non, voilà. Non, mais je crois que... Une partie seulement. Vous voyez, il y a dans la tentative de Kluskar d'essayer de construire ou en tout cas de mettre à jour les fondements ontologiques du marxisme, puisque c'est le sous-titre du livre, il y a quelque chose qui est assez commun avec la démarche de Husserl. Tous les deux cherchent quelque part une forme de réduction ontologique, c'est-à-dire une reconstruction conceptuelle du processus d'émergence de l'humain. Ils ne le font pas de la même façon. Il y en a un qui est marxiste, Husserl ne l'est pas. Ils n'ont pas le même objet, parce que Husserl s'intéresse plus à la question de la perception et du rapport entre le sujet et son milieu, en quelque sorte.
d'être au monde. Et la réduction qu'il préconise est une réduction à laquelle on a adressé une objection centrale. D'ailleurs, les phénoménologues marxistes l'ont reprise. C'est que quand on arrive au bout de cette réduction, on n'a pas d'explication sur le pourquoi de cette réduction et sur le pourquoi de ce à quoi on est arrivé. Cette intention, l'intentionnalité, par exemple, elle repose sur quoi? Il y a une reconstruction par la voie de la praxis, c'est ce qu'on va voir ici, qui permet de voir pourquoi il y a un moment intentionnalité. Mais il y a quand même quelque chose de commun. On est dans l'ontologie, au sens classique du terme. On travaille sur l'être dans ce qu'il a de spécifique, la définition de l'ontologie classique, c'est la science de l'être en tant qu'être. C'est tout un programme. On est bien là-dessus. Qu'on aborde cette science sous l'angle d'une philosophie de la praxis ou sous l'angle d'une métaphysique du sujet ou sous l'angle d'une théo-connaissance ou quoi que ce soit, on est bien dans on est sur des choses qui sont très conceptuelles. C'est très conceptuel. Alors, une des questions qu'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi est-ce que le marxisme a besoin d'une ontologie? Est-ce qu'une philosophie de la praxis a besoin d'une ontologie? Il y a des marxistes qui ont répondu non. Il y a des marxistes qui ont répondu que l'ontologie était vouée à rester la pierre angulaire d'une métaphysique ou d'une théologie. Et dans un monde intellectuel qui rejette la théologie, il n'y a pas besoin d'une ontologie. L'ontologie. Quels sont les marxistes qui ont dit ça, par exemple? Il y en a une foule. Enfin, une ontologie au sens classique du terme, la science de l'être en tant qu'être. Hein? Lucien Sèvres. Oui. Lucien Sèvres, Althusser. L'ontologie matérialiste d'un Lucien Sèvres me semble beaucoup plus inspirée par les travaux de Vygotsky que par les travaux de Husserl, par la démarche husserlienne. Il y a pas chez Althusser, il n'y a pas une réduction une réduction de l'expérience comme on peut l'avoir ici, ou comme on l'a chez Husserl. C'est très différent. Sèvres est toujours dans un rapport de confrontation à l'état des connaissances sur des questions qui sont des questions d'anthropologie, des questions de psychologie, des questions évidemment d'économie, mais il ne reprend pas les travaux de la philosophie de l'ontologie telle qu'elle commence avec les présocratiques, au moins, pour en donner une énième version, fût-ce une version inspirée par un état actuel des connaissances. C'est pas ça son projet. Y a-t-il une question de l'ontologie au sens classique du terme chez les marxistes? Moi, je prétends que non. Déjà, c'est Marx. Moi, je prétends que non. Mais bon, après, c'est un peu provocateur, mais je prétends que non. Je prétends que... Chez Marx, il n'y en a pas. Non, chez Marx, il n'y en a pas. En tout cas, chez Marx, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Je crois, je comprends. Là, je suis dans les manuscrits 44. Mais alors c'est pour ça que dans la démarche de Kouskar, il n'est plus là pour nous répondre, mais moi, j'aurais bien aimé lui poser la question, mais pourquoi tu t'emmerdes avec ça? Mais est-ce que chez Marx, déjà, dans les thèses sur Feuerbach, il y a quand même un saut ontologique qui est fait par rapport à une
Hegel et puis à Feuerbach quand il montre la centralité justement du procès de production en anthropologie, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui revisite totalement la notion d'être social, quoi. C'est pas la même chose. Ah oui, ah oui. Alors dans ce sens-là, si tu veux, c'est quand même... Et finalement, que le procès de production soit central chez Marx, même s'il n'a pas développé l'aspect purement anthropologique qu'il a laissé tomber pour un côté économique après, néanmoins, tout est procès de production au niveau... après, tout est par rapport au procès de production au niveau économique, etc. Donc malgré tout, il y a ce que Ernst Bloch appelle donc dans le principe espérance, hein, ces thèses sur Feuerbach, bon, qui ont le mérite d'être tout à fait concises et puis ramassées, donc on peut les lire en l'espace d'une heure, quoi, hein. Il appelle ça, il dit que c'est un novum, quoi. Disons que c'est quelque chose qui effectivement vient totalement faire exploser les cadres des représentations même que l'homme se faisait de lui-même. Donc ça fait effectivement exploser le cadre de l'ancienne ontologie de l'être social, quoi. Mais c'est plus l'ontologie. C'est une ontologie de l'être social. C'est une ontologie, Oui. à mon avis, où la praxis, dans le cadre de cette ontologie de l'être social, ouais, telle que Marx en pose le programme au travers de la 6e thèse, hein, ouais. qui dit en gros, en substance et très raccourci, l'essence de l'homme, ce sont les rapports sociaux. Ce qui pourrait laisser penser d'ailleurs qu'il n'y a pas d'essence de l'homme, puisqu'il y a une fluidité des rapports sociaux, et donc il n'y a pas de permanence. Alors, l'ontologie cherche la permanence. Dans ce programme-là, il y a la mort de l'ontologie traditionnelle qui est inscrite dans toute lettre. Oui. Mais pour une autre ontologie, de l'autre social. Pour une autre ontologie, oui, mais enfin, il faudrait trouver un autre mot. Oui, peut-être, mais... trouver un autre mot. Une anthropologie, à ce moment-là. C'est ça, si tu veux. Oui, une anthropologie, peut-être. Une anthropophilosophie, je ne sais pas quoi. Ouais. Mais c'est là que le mot est trompeur, parce qu'en employant le mot d'ontologie, tu renvoies quand même à une tradition, oui, quelque chose qui en est la négation. Absolument. C'est un vrai problème. Moi, c'est pour ça que je dis que pour moi, dans le matérialisme de la praxis, il n'y a pas de place pour une ontologie au sens traditionnel du terme. Mais il y a de la place, évidemment, pour ce qu'on pourrait appeler une ontologie de l'être social. C'est le cœur du sujet. De l'être social. De l'être social. Absolument. Mais, alors, ça c'est le projet, le travail de Kluskar, c'est d'essayer, en quelque sorte, de jeter les fondements de cette ontologie de l'être social. Comme Lukács avait essayé de le faire également, quoi. Donc on voit bien que le problème a été central pour les plus grands penseurs marxistes du XXe siècle, quoi. Ils n'ont pas été les seuls, quoi. Donc c'est quand même quelque chose de creuser les soubassements, effectivement, de ce qui consiste dans la centralité de l'homme. C'est quand même un détour qui vaut le détour, quoi. Ben oui, non mais je suis d'accord avec toi, bien sûr. Parce que là, c'est vrai que si on n'a pas des bases, si on est sur si les prémices sont fausses, si tu veux, comment veux-tu avoir une construction sociale qui ne soit pas biaisée, quoi. Je pense que c'est quand même assez sain, assez de vouloir effectivement, comme Traducteur l'a fait, parce que c'est pas satisfaisant pour lui non plus, etc. Donc d'essayer de, voilà, qu'est-ce que c'est que l'être social, quels sont les fondements, et puis après, Kluskar le dit, je crois, hein, il dit la praxis accède à la représentation de son être, c'est-à-dire finalement, voilà, donc, le réel devient rationnel. Et après, il ajoute, cette représentation permet
l'organisation politique de la praxis. Après, tu as le partage de la valeur ajoutée, quoi, au terme de ça. C'est ce qui est pointé, c'est le partage de la valeur ajoutée, quoi. Parce qu'effectivement, une fois que tu as posé le cadre théorique et ontologique même de la centralité, après, c'est plus facile quand même de montrer de valider au niveau politique, finalement, l'expression de ça qui, à mon sens, est le partage de la valeur ajoutée. Kluskar parlait parfois de parlement du travailleur collectif, etc. Bon, il y croyait à moitié d'ailleurs, je crois, mais c'était une façon, si tu veux, au niveau politique, finalement, d'essayer de redistribuer par une autre manière la richesse produite, quoi. Donc on est toujours effectivement dans ces problématiques-là, et le social n'est jamais absent chez Kluskar. C'est pour ça c'est vrai que lui, il ne parlait pas l'ontologie au sens strict, ne l'intéresse pas, quoi. Enfin, je vois, il est simplement dans la mesure où ça a un débouché au niveau social, quoi. Il voyait ça, je pense, de revisiter toute cette partie de l'ontologie de l'aide sociale pour avoir des billes, quoi, pour appuyer au niveau politique un partage de la valeur ajoutée, l'expression de la praxis. Je crois qu'il y a un peu de ça, quoi. Enfin, le pourquoi de son bouquin, il l'explicite au début du livre. Hein. Oui, c'est ça. Il dit en gros que le travail qu'il va présenter va servir à renvoyer aux oubliettes les deux grandes tendances dominantes de l'ontologie moderne, qui sont l'empirisme et le formalisme, ou l'antéprédicatif porté à la religion, ou au rouge. Voilà. Oui, il avait dit quatre critères du néo-kantisme. Je crois que c'est dans Critique du libéralisme libertaire. L'antéprédicatif, finalement la négation de l'histoire, du logos, etc. Donc ça, il mettait dans le sac Heidegger et Lévi-Strauss, hein, pas pour les mêmes raisons, mais pour l'invariance structurale, on ne bouge pas, et puis l'autre, l'authenticité de l'être, là, carrément, on revient en arrière. Il y avait la dichotomie formalisme-empirisme qu'il illustrait par Bourdieu pour l'empirisme et Baudrillard pour le formalisme. Il parle même de tandem, pour justement montrer que ça n'a... Dans un cas où on s'attaquait qu'à des champs sans avoir une vision globale, donc c'est Bourdieu, l'empirisme. Bien sûr, c'est réducteur, mais enfin, ça donne quand même des lignes directrices qui sont quand même assez pertinentes pour s'approcher de tous ces gens-là, quoi. Et puis le formalisme, effectivement, on n'en vient jamais à la réalité, et surtout pas à la lutte des classes. Voilà, donc donc l'ontologie, pour lui, c'était pas... il rejetait totalement, effectivement, l'ontologie de Heidegger, les ontologies. Et puis c'est peut-être aussi une manière de se distancier ou de combattre une ontologie sommaire du matérialisme aussi. Ah bah oui, absolument. Oui. Ah oui, tout à fait. Parce qu'il y a une ontologie sommaire du matérialisme. Bien sûr. L'idée qu'on a tout réglé en faisant précéder l'esprit par la matière a fait quelques émules longtemps. C'était le débat sur Lénine à la Réunion l'autre jour. Ah d'accord, ah oui. C'était ça, oui, ça derrière. En toile oui. De fond, c'était ça. C'était ça. Ouais. Est-ce que la question fondamentale du matérialisme, c'est de savoir si la matière précède l'esprit, ce que, à mon avis, toute personne à peu près sensée peut aujourd'hui admettre sans trop de difficultés, ou est-ce que c'est de comprendre comment
se construit finalement l'homme. Le monde, l'homme, comment tout ça, ça s'articule, ça se produit, comment ça interagit, des systèmes complexes, comment... Voilà. Ah oui, c'est ça, c'est qu'effectivement, de faire la simple opposition de l'esprit à la matière évacue de fait la praxis et l'activité. Dans un bouquin, je ne me rappelle plus lequel, parce que c'est un souvenir qui me revient, mais il faudrait que je recherche ça. Dans un de ses bouquins, Lefebvre dit la chose suivante, il dit la matière, alors c'est une allusion directe, une critique directe des principes du léninisme de Staline. Il dit la matière ne précède pas l'esprit. En tant qu'entité construite, elle existe avec l'esprit. Et c'est un matérialiste qui dit ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le danger avec cette opposition matière à l'esprit, effectivement, c'est un matérialiste mécaniste, vulgaire, effectivement, et qui est absolument contre-productif, et puis de laisser l'activité aux idéalistes. C'est l'esprit qui chemine et qui transforme, et là-dessus, les choses. Les réponses que donne, les précautions que prend Lénine dans matérialisme et empiriocriticisme pour éviter ce mécanisme ne m'apparaissent pas suffisantes. La matière est mouvement, certes, la connaissance est absolue, mais jamais totalement absolue, certes, mais qu'est-ce que ça nous dit sur... Je pense que c'est là où des gens comme Kluskar sont tout à fait pertinents de reprendre ça, et à la suite finalement de Marx, puisqu'il fait que développer les simples thèses sur Feuerbach de Marx et les mener jusqu'à leur terme. Bien sûr, bien sûr. Et donc, mais ça, je crois que c'est riche de... Ah oui, bien sûr. Non, mais moi je comprends parfaitement l'intention, si je peux dire, de Kluskar, et je la partage. Mais il faut reconnaître qu'elle est très originale dans un contexte où ça n'est pas toujours apparu comme une nécessité, une urgence ou un... En fait, Kluskar est un philosophe qui refuse la réduction de la philosophie à un discours sur les sciences humaines. Ah bah oui. Il dit même qu'elles sont là pour interdire le marxisme. Oui, bien sûr. C'est sa thèse. Mais je ne sais pas si Goldman disait pas un peu la même chose. Si. Goldman était d'accord avec ça aussi. Et là, on voit la liaison aussi. Goldman a eu affaire aussi avec la phénoménologie. Ça aussi, ça sera un truc à explorer. Ça. Bon, bah, écoutez, mais enfin, en tout cas, là, ce que tu as dit sur pour moi, est très éclairant, effectivement, avec ce retour à la définition qu'il avait donnée de l'intention par rapport à qui n'est autre que la réponse à l'interrogation proposée par l'être, et puis effectivement, la transition qu'il opère là, à un niveau d'intégration des différentes intentionnalités qui doivent s'homogénéiser au niveau social. Ça me paraît assez éclairant. Donc, mais je sais pas, est-ce que vous avez des questions autres sur ce passage? Juste une petite question par rapport à l'intervention sur la matière et l'esprit, et le fait qu'une espèce de guillemets, le mot est impropre ou pas, une espèce de réification de la matière. En fait, ça me fait penser à un passage de Kluskar qui justement répondait à des critiques qu'on lui faisait sur le stalinisme. Il disait que justement la bureaucratie stalinienne, c'était revenu à une espèce de réification. En fait, c'était une sortie du marxisme parce qu'on sortait de l'idée de processus. C'est-à-dire vous avez une bureaucratie qui est là, qui justifie justement, et c'est là où ça m'a donné cette idée-là, que ce matérialisme-là, c'était la justification théorique de cette bureaucratie qui ainsi pouvait prétendre ne plus changer les choses. Vous voyez, c'est-à-dire la bureaucratie stalinienne, la question pouvait exister jusqu'à l'infini parce que... C'était guide de bord, tout ce qu'il y a.
Enfin, je veux pas voler à Guy Debord avant, en plus, ça va peut-être plus qu'à leur prendre, mais Guy Debord dans le style du spectacle, c'est exactement ce qu'il dit. Et oui, en tout cas, c'est plus Mais Kluskar aussi dit ça un peu. Ouais. Contre l'idéalisme et contre le matérialisme vulgaire. Quoi. Bon, il y a peut-être une petite différence. Je pense qu'il était beaucoup plus incisif contre le néo-kantisme que contre une dérive, disons, mécaniciste du matérialisme. Hein, enfin, on avait dit l'autre jour un peu, effectivement, que l'un peut considérer comme une erreur, même si, effectivement, comme tu dis, elle s'inscrit peut-être dans une sorte d'inertie de la bureaucratie à vouloir que les choses ne changent pas. Mais carrément, l'autre, c'est carrément une imposture, quoi. Je veux dire, là, c'est pas de l'ordre c'est pas de l'ordre de l'erreur, quoi. C'est de l'ordre, effectivement, de vouloir légitimer le fait qu'il y en ait qui consomment ce que d'autres produisent, quoi. Et il y en a qui produisent ce que d'autres consomment, quoi. C'est une manière de légitimer un anti-marxisme par du marxisme, grosso modo. Bah oui, c'est le marxisme dévoyé, quoi. Ouais, l'idéalisme. Le néo-kant, ce qu'il appelait le néo-kantisme, comment faire tout pour interdire la compréhension des choses. C'est sûr que dans la société stalinienne, le processus de phylogénèse est interrompu, puisqu'on a atteint le stade de l'homme nouveau, idéal, l'homme nouveau, il est interrompu. C'est-à-dire qu'on est en pleine religion. Néanmoins, il y a quand même des gens, comme on le voit, comme Vygotsky et Leontiev, qui peuvent, en psychologie, produire des thèses tout à fait intéressantes jusqu'en 1979. Quoi. Donc, il faut... Alors, ce qui est vrai que ce qui est étonnant, c'est qu'en Union soviétique, bon, on connaît assez peu de philosophes, quoi. Mais peut-être on ne les connaît pas parce qu'ils n'ont pas été traduits. Quoi. Mais apparemment, l'école de psychologie était assez importante. Et envoyé ailleurs aussi. Non, je crois pas. Non. Ah bon, écoute, c'est un autre débat. Quoi. C'est un autre débat, on est d'accord. Un autre débat, oui. Mais bon, il y avait quand même une production théorique importante, hein, qui était du niveau de celle d'Henri Vallon en France ou de Piaget. Il y aura un travail à faire sur l'histoire de la philosophie en Union soviétique. Ça a été fait. Il y a eu des choses. J'ai lu un livre là-dessus. Bernard Jeu, je crois. Bernard Jeu. Voilà. Ils ont fait il y a eu des choses là-dessus. Bernard Jeu, je l'ai connu. Ah bon, tu l'as connu? Oui, je l'ai connu. C'est un philosophe, un très philosophe, très philosophe. Alors son bouquin, c'est un peu, comment dire, c'est pas vu du point de vue politique. C'est vu du point de vue de l'exposé des doctrines, en quelque sorte, hein, des travaux. Mais je pense qu'il y aurait une histoire politique à faire. C'est-à-dire, elle existe peut-être, hein, je ne sais pas, je ne la connais pas. Ouais, je sais pas. Parce que tous les philosophes soviétiques, dont on parle, ils ont eu des rapports compliqués avec le régime. Il n'y a pas eu un régime, mais il y a eu des phases dans le régime. Ouais, il y a les années 20, les années, à partir des années 30, après la mort de Staline. Il y a ce qui se passe dans les années 50 avec la mort de Staline. Hein, il y a la guerre, et puis il y a l'ère du soviétisme des années 70, 60, c'est encore autre chose. Moi, j'ai organisé avec la fac où j'étais étudiant un colloque franco-soviétique dans les années 74 à Lille. Et uniquement de philosophes. Où on avait quand même une trentaine de philosophes soviétiques qui étaient venus avec 3 jours de travail et des contributions. Alors il y avait des Français aussi, naturellement. Hein.
des contributions dont certaines étaient extrêmement intéressantes. Et dans la préparation, on s'était rendu compte qu'il y avait énormément de travaux non publiés en France d'un réel intérêt, mais comme en France, peu de philosophes porteurs d'une philosophie, beaucoup d'historiens de la philosophie, beaucoup de... voilà, avec des niveaux différents. Je me souviens par exemple de travaux extrêmement intéressants en philosophie antique, à une époque où la France avait aussi des grands spécialistes de la philosophie antique, et ça avait été un des grands moments du colloque. Et par contre, grande caractéristique, très peu de philosophie de la politique. Très peu de philosophie politique. Puisque l'histoire de la philosophie avait déjà été faite, il suffisait de commenter. Non, j'exagère. Parce qu'il y avait quand même des filles, il y avait Ilienkov, je crois, des gens comme ça. Il y avait, mais bon, c'est pas... J'entends philosophie politique, pas histoire des doctrines. Hein. Ah ouais, non. Philosophie politique, histoire des doctrines, il y en avait, bien sûr. Très peu. Mais il y en avait, hein. Il faudrait effectivement... il y aura un travail à faire, mais là, c'est un travail, il fouiller, mais alors il faudrait être bilingue déjà. Il faudrait être bilingue, ça, et puis c'est un travail d'équipe, parce qu'on ne peut pas absorber ça tout seul, c'est un travail de 3 vies, ça. Ouais, les subventions en masse, puis je doute que... Mais ce sera intéressant. Et voilà, en tout cas, moi, pour répondre à ta question, je pense qu'effectivement, Kluskar peut être tout à fait incisif par rapport à ça, mais je pense que il était incomparablement plus tourné vers la lutte contre le néokantisme que contre ce qu'il ne voyait pas comme une attaque décisive, quoi. Enfin, pour lui. Alors effectivement, cet état de choses fait qu'effectivement on n'était pas capable de réagir correctement à l'attaque du néokantisme. Mais voilà, je pense que c'est un peu ça, quoi, plutôt. Enfin, au niveau des, si on faisait les statistiques de l'ensemble des critiques de Kluskar, elles sont, je crois, peut-être d'un rapport à 1 sur 20 ou 1 sur 10 tout au moins, entre les critiques d'un matérialisme vulgaire et celle du néokantisme en général.